bonsoir à tous. Merci d'être venus, si nombreux, pour écouter M. Hervé Métayer, qui nous fait le plaisir de venir. Une sacrée aventure pour qu'il vienne, Hervé. Alors, je sais que j'ai toujours un teint un peu fatigué, mais là, en plus, à cause du train, on a dû aller chercher à Marmande. Il était devant, on peut le dire, hein, dans le petit café PMU, le Scorpion, qui est le petit café juste devant la gare. C'était un vrai moment incroyable, mais heureusement, on a pu recevoir Hervé, et encore merci d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Donc pour la peine, on a eu une petite heure pour échanger entre nous dans la voiture. Donc on va essayer de pas trop se répéter, et pour autant, comme vous l'avez compris, comme moi, je suis extrêmement fatigué, et que je déteste poser toutes ces questions. Vous savez qu'à tout moment, vous intervenez, vous levez la main, et je serai ravi de vous céder la place pour ceux qui ont lu l'ouvrage, pour ceux qui ne l'ont pas lu, pour ceux évidemment, les très nombreux qui ont lu l'Anomalie. Bref, à tout moment, vous n'hésitez pas à lever la main. Soit c'est absolument et totalement passionnant, et on va quand même attendre la fin du discours, soit effectivement la moitié du premier rang s'est déjà endormi, et auquel cas je ne pourrais pas passer la main. Vous le direz parce que je vois pas le premier rang. Ah. Je transmettrai la parole. En tout cas, Hervé, merci d'être venu ce soir pour nous parler de votre nouveau roman, Le nom sur le mur. Alors, est-ce que vous voulez bien vous essayer à ce premier exercice qui est de nous raconter les prémices qui est ce fameux André Chénier? Oui, alors d'abord, ce n'est pas un roman. C'est ça qui m'intéressait en fait en sortant de l'Anomalie, c'était de sortir du domaine de la fiction. C'est pas que c'était tout à fait prévu puisque j'étais sur un roman, mais je l'ai interrompu parce qu'il y avait une logique à ne pas rater le centenaire de la naissance d'André Schex. Comme je l'explique dans le prologue, j'avais fait l'acquisition en 2016 d'une maison, qui était un vieux relais de poste dans un petit village qui s'appelle Montjoux-la-Payette. J'adore Montjoux-la-Payette, on dirait une sorte de cri de guerre moyenâgeux, Montjoux-la-Payette. Montjoux-Saint-Denis, c'est ça. Et donc, ce petit village avait l'avantage pour moi d'avoir à la fois une boulangerie-épicerie et un bistrot, qui était la caractéristique essentielle de ma recherche, avec en plus un peu de collines, un peu de lumière, et de l'eau si possible. Il y avait tout ça, c'était parfait. Je suis rentré dans la maison, je l'ai acheté tout de suite, et la propriétaire antérieure était une céramiste qui s'appelle, c'est assez ironique, elle s'appelait Tina Cordier. Tina est un nom allemand, et Cordier, c'est de manière assez étonnante, c'est le nom de Cordier, donc c'est le nom de Daniel Cordier, qui, je le rappelle, était le secrétaire de Jean Moulin. Et donc elle s'appelait Tina Cordier, ce qui était quand même une sorte d'étonnement. Et lorsqu'elle a retiré ses céramiques au mur, certaines céramiques étaient plates, des sortes de décors, un nom est apparu qui était le nom d'André Schex. Je n'ai pas vu tout de suite, en fait, et je m'en suis rendu compte un peu par hasard en déroulant sous le platane de la cour qui donne sur la rue. Puis, pendant le confinement, où j'étais emprisonné, mais de manière assez agréable, parce que la maison n'est pas désagréable, avec quelques camarades, on avait commencé un séminaire d'écriture, et on a décidé de rester. Donc il y avait 3 écrivains, un acteur, qui est un des chiens, qui est un copain, et une journaliste. On est resté à 5 dans la maison. Et un jour, en revenant de la boulangerie, j'ai vu le monument aux morts. Enfin, je l'avais vu à chaque fois, mais je n'avais jamais regardé le monument aux morts. Et j'ai vu marqué André Schex, 1924-1944. Et évidemment, c'était forcément un maquisard, parce que mourir en 1944, il y avait un autre mort qui était mort en 1940 et qui était né en 1905, ou en 1915. Mais c'était clairement, lui, un appelé qui avait été sans doute tué sur le front des Ardennes ou le front de la Marne. Et donc, le nom de Schex était forcément celui d'un jeune maquisard, qui était mort à 20 ans ou à 19 ans, selon l'organisation de la date de mort et date de naissance. Et en fait, il était mort à exactement 20 ans, 2 mois et 30 jours, selon les critères de l'armée, qui sont très précis du point de vue de la comptabilité des jours. Et une fois que j'ai eu cette idée en tête qu'il pouvait être un sujet de livre, qui m'est venu au bout de même pas quelques mois quand même,
Au début c'était une curiosité, mais ça ne m'est pas apparu comme une nécessité. Il s'est passé encore un certain temps pour que je décide d'en faire un sujet. Mais pas d'un livre, en fait, au début je voulais faire une brochure pour le maire. C'est-à-dire faire un petit texte qui serait pas très long et qui parlerait d'André Schex, où j'aurais un peu travaillé, où j'avais dit au maire, qui est un copain, si tu veux, je peux écrire une petite brochure sur André Schex. C'est intéressant, un résistant, un maquisard, il est dans le maquis de la Lance, il y a beaucoup de documentation, je vais regarder. Et puis j'ai en fait eu la chance d'interroger les bonnes personnes, c'est-à-dire d'interroger les membres de l'ANACRE, Association nationale d'anciens combattants et résistants, qui ne compte plus un seul ancien combattant, ils sont tous morts, mais ce sont des fils d'eux, des filles d'eux, des nièces, des neveux. Et il y avait donc une association de la Drôme, à qui j'ai parlé d'André Schex, parce que le nom apparaissait sur un cartel. Il y avait une quarantaine de cartels pour une exposition, ils avaient mis tous les cartels sur le web, et le nom d'André Schex apparaissait comme l'un des 6 morts lors d'une embuscade à Grignan. Et donc j'avais l'endroit où il mourait, mais j'avais rien sur lui. Et quand j'en ai parlé, ils m'ont dit ça ne nous dit rien, mais j'ai quand même pris un rendez-vous avec eux, et 3 semaines après, quand j'ai eu ce rendez-vous, ils avaient trouvé une petite boîte, qui était une boîte de la taille, disons, la moitié de ce livre, quoi, en termes de volume. Une petite boîte à 5, comme ça, chose comme ça, qui contenait des photographies, quelques photographies en taille moyenne, disons, en toute petite taille, mais 7 sur 11 à peu près, et puis quelques photographies sous forme de planches contact découpées dans une boîte en métal Fructine Vichy, pastille contre la constipation, et puis des tracts, des lettres à sa mère, à ses parents, sa carte d'identité, sa carte de travail au céramique de Dieulefi, et sur le dos des photographies, il y avait beaucoup de lettres, de mots écrits à sa fiancée, qui s'appelait Simone, et quand j'ai appris qu'elle était en plus encore vivante, la fille de Simone Régnier, je suis allé voir la fille de Simone Régnier, qui m'a donné une enveloppe rouge qui contenait toute une série de documents, photographiques eux aussi, plus un petit élément supplémentaire qui était la carte des fiançailles de Simone Régnier et d'André Schex. Et avec tout ça, c'était très compliqué de ne rien faire. Parce que beaucoup de gens m'avaient donné ça, me faisaient confiance, et d'une certaine manière, j'étais l'obligé d'André Schex, c'est-à-dire, il y avait une sorte de notion j'avais dit, je voudrais faire un livre, et donc j'avais tout à fait de quoi le faire, et je me suis un peu senti la responsabilité de faire le livre le plus net possible par rapport à André Schex, sans me mettre dans le décor, enfin le moins possible, mais en gardant un flux narratif qui me permettait de tout ce que je voulais par rapport à mon projet qui était de parler d'André Schex. Et là aussi, j'ai eu de la chance de tous les côtés, c'est-à-dire que je cherchais le cinéma de Dieulefi, mais le cinéma était détruit. Je voulais voir ce qu'ils avaient pu voir au cinéma, et le CNC m'a donné les éléments de toutes les demandes d'autorisation du cinéma en termes de projection. En sachant qu'une demande d'autorisation, dès qu'elle est accordée, ça veut dire que le film est projeté. Hein. C'est rarissime qu'un petit cinéma de province, dans les années 40, ne profite pas d'une autorisation pour projeter le film qu'on lui a... Voilà. Donc j'avais 65 films qui étaient projetés pendant 4 ans, et je savais que ça représentait que à peu près la moitié de ce qui avait été projeté, donc 120 films, ça veut dire un film tous les 15 jours à peu près nouveau, et ça me donnait une idée de comment je pouvais travailler, c'est-à-dire raconter la vie quotidienne, raconter le cinéma, raconter raconter les musiques, imaginer sur quoi ils avaient dansé, ce qu'ils avaient écouté à la radio, et puis comme ils rentrent dans le maquis, raconter le maquis. Là aussi j'avais un peu de documentation, et toutes ces informations je les ai finalement moulinées. Voilà. Je dirais à un moment donné, le travail d'écrivain, c'est un travail de structuration, un travail de décision, d'arbitrage entre différentes manières de faire un livre, et j'en ai choisi une qui était celle qui me paraissait la plus naturelle, c'est-à-dire faire un récit dans lequel j'inventais rien, dans lequel lorsque je proposais une petite
une petite digression imaginative, je la justifiais par rapport à ce que je pense être plausible. Je suis malade, pardon. Et également, et c'était l'autre question, j'avais des photographies, je trouvais ça salaud par rapport au lecteur de lui dire j'ai des photographies, mais tu les verras pas. Et donc j'ai décidé de lui montrer tout ce que j'avais de disponible sur André Schex, parce que d'abord je trouvais ça touchant, même parfois bouleversant, et légitime par rapport au projet que je m'étais fixé de rendre vivant André Schex. Et ça le rendait vivant, donc pourquoi se priver de la vie de ce jeune homme alors qu'elle est figée sur des photos et que parfois elle dit beaucoup de lui autant que ce que moi je pourrais raconter. Et ça m'évitait en plus de rentrer dans une sorte de lyrisme narratif que je voulais absolument éviter. La photographie parlait pour moi. Et je prenais donc appui sur la photographie pour essayer de restituer de l'image. Alors c'est intéressant parce qu'il y a un livre audio. Il y a un livre audio qui a été lu par Charles Berling, et quand j'en discutais avec Charles Berling, de comment est-ce qu'on pouvait restituer l'absence d'image, c'est une vraie question. J'avais prévu dès le départ, dans l'écriture, que je ne mets pas entre parenthèses voix photo. Donc la photographie était quand même un peu décrite, et d'une telle manière qu'on puisse finalement s'en passer. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y avait une envie de voir la photo. Donc avec Charles, pour rendre ça vivant, on a décidé de moments de pause, comme si, quand on écoute, on regardait la photo. Voilà, pour rendre ces images un tout petit peu, c'est des toutes petites pauses, une micro-pause d'une seconde. Mais ça suffit dans la narration pour qu'on se rende compte qu'il y a une photo. Donc c'était des... Voilà, c'est le début du livre, c'est ça. C'est comment récupérer beaucoup d'informations, comment décider de la traiter, et comment prendre des choix, enfin faire des choix qui sont des choix à la fois narratifs, qui évitent la fiction, mais qui en même temps n'évitent pas l'imagination, n'évitent pas la digression, n'évitent pas tout ce qui fait finalement l'intérêt d'un livre sur un jeune homme qui vit de 1924 à 1944, et surtout ces dernières années de la guerre, où son adolescence de 16 ans à 20 ans se passe dans un petit village qui est Diolfi. Donc il fallait parler de Diolfi, parler des spécificités de ce village, de ce qui s'y passait, de qui y vivait. Et comme c'était un village où vivaient des gens qui, moi, m'intéressaient, c'est un tout petit village, c'est 3000 habitants, mais à un moment donné de la guerre, ils sont 4500, et dans les 4500, il y a des gens que je connais, parce que j'ai lu leurs livres, comme Henri-Pierre Rocher, qui est l'auteur de Jules et Jim, qui est l'auteur de Les deux Anglaises et le continent, et d'autres comme Pierre-Emmanuel, Pierre Segers. Mes premiers livres ont été publiés chez Segers. Les deux premiers livres ont été publiés chez Segers. Donc, et pour moi, c'était mythique, Pierre Segers. C'est écrivain de la guerre, c'était la résistance. Donc publier mes deux premiers livres chez lui, ça avait été très important. C'est daté d'il y a 40 ans, 30 ans maintenant. Mais c'était drôle de penser que Segers était à Diolfi pendant un an pendant la guerre. Donc voilà, c'était comment parler d'André Schex, avec tout ça autour, et comment essayer de le rendre vivant le plus possible. Quelle intro! Et alors, c'est vrai que, on va revenir un peu sur ce que vous avez évoqué, parce que vous avez évoqué beaucoup de choses. Tout d'abord, cette fameuse boîte pleine de photos. Moi, quand je l'ai vue, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Que vous alliez à une conférence, ou une exposition pardon, sur la résistance dans la Drôme, et vous retrouviez un paquet avec André écrit dessus, et vous racontez avec beaucoup de justesse et de délicatesse la fébrilité presque que vous avez quand vous recevez cette boîte. D'un coup, André devient réel. Comment on fait, nous, une fois qu'on est écrivain, avec toutes ces photos, plus ce travail de recherche, parce que vous êtes très modeste, mais dans le livre, vous écrivez qu'il y a quand même un gros travail de recherche auprès de la mairie, auprès des descendants et de différentes personnes qui auraient pu le croiser, même indirectement. Donc il y a un gros travail quand même qui est fait de la part de Hervé. On étale toutes les photos, on essaie de les remettre dans l'ordre chronologique, on s'amuse entre les différents trous. En lisant cet ouvrage avec cette belle iconographie, on se dit qu'il y a eu un travail qui devait être extrêmement intéressant du point de vue de l'auteur. Oui, et en même temps, comment dire, j'ai pas l'ordre chronologique. J'ai du mal à voir quand il a 19 ans, 18 ans, 17 ans, 20 ans. Il a toujours l'air extrêmement mûr.
Là, il y a une photographie, je ne sais pas de quand elle date. Il fait 30 ans. Il fait 30 ans, mais il en a forcément moins de 20. Donc, je pense qu'elle est prise. Il a 18 ans, à mon avis, ici. Et donc, je n'ai pas les dates. Parfois, il y a une date, c'est miraculeux, il y a une date. Donc, je sais que l'excursion à Montélimar, et là, on se dit excursion à Montélimar. Je veux dire, moi, je fais ça en 25 minutes en voiture. Mais à l'époque, c'est une excursion à Montélimar. Il n'y a plus d'essence. Quand il faut y aller, c'est sans doute en bus ou en vélo. Enfin, c'est compliqué, quoi, une excursion à Montélimar. Et quand j'ai toutes ces photographies, sans ordre précis, c'est moi qui décide par rapport au lecteur. Et par rapport à ce que je veux donner comme progression, par rapport à ma propre progression narrative. Donc, je vais prendre un exemple. Lorsqu'on commence un livre, il y a ce qu'on appelle en littérature la théorie des commencements. La théorie des commencements, c'est savoir que on va, lorsqu'on a un certain nombre de personnages dans un livre, prendre des décisions sur lesquelles on présente d'abord. Et c'est pas un hasard si dans le Père Goriot, Rastignac, il apparaît à la fin, pas au début, à la fin. Donc les logiques dans lesquelles on fait apparaître et surgir les personnages, elles sont fortes. Moi, j'ai décidé de faire apparaître tout de suite Simone et André, parce que c'est ce qui m'a touché d'abord, et que ce qui m'intéressait, c'était de faire partager ma propre émotion avec le lecteur. Et une fois que c'était fait, une fois que j'avais réussi à, disons, introduire mes deux protagonistes, mon André, si j'ose dire, et Simone, Dédé et Simone, je pouvais tout, parce que je pense que les lecteurs avaient ces deux jeunes gens en tête, et qu'ils les gardaient au fur et à mesure que j'avançais dans l'histoire. Donc il fallait que je commence par eux, et donc j'ai pris déjà au début des photographies, qui étaient des photographies que j'avais héritées de Christiane Jouve, donc la fille de Simone Régnier, comme, sans que je le sache, de Marc-André Schex, qui était le fils de Marcel Schex, qui est le frère d'André, ce que je ne savais pas, parce que les gens de l'ANACRE ne savaient pas d'où venait la boîte. Ils l'avaient, mais ils n'avaient pas noté la personne. Non, c'est dingue, hein. Ils n'avaient pas noté le nom de la personne qui avait donné la boîte. Et moi, j'ai cherché qui était Marcel Schex. Marcel Schex, il y en a 350. Donc, Marcel Schex, né après, retrouver quel est le Marcel Schex qui est bien né en 1928, c'est pas facile. Bon, on ne peut pas se permettre de les appeler tous en disant quelle époque vous êtes de naissance. Donc, je ne savais pas qui c'était, et je ne l'ai pas retrouvé. Et il m'a appelé, en fait, après parution du livre. Donc, j'ai rencontré après. Et il m'a dit, c'est moi qui ai donné la boîte. Et je lui ai donc dit, vous avez lu le livre? Il m'a dit, oui, j'ai lu. Je lui ai dit, j'ai oublié des choses, parce que j'étais emmerdé, j'aurais pu avoir des anecdotes en plus avec lui. Il m'a dit, non, mon père, en fait, s'est tu après la mort de son frère. Et donc, je sais rien, en fait. J'ai appris beaucoup plus que ce que je savais d'André Schex par l'autre livre, que par ce que m'avait dit mon père, parce que mon père était extrêmement mutique, et finalement, je ne savais rien. J'ai demandé à mes grands-parents aussi. Mes grands-parents se mettaient à pleurer dès qu'on leur parlait d'André Schex. Donc, je ne sais rien. Et c'était assez émouvant de voir ce monsieur qui a 72 ans, voir qu'il avait appris des choses sur son oncle à travers un livre. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu de quoi je parlais. Ah oui, la boîte. Donc la boîte. La méthode de travail. Ouais, donc la boîte, elle est intéressante parce que, évidemment, elle contient, y compris un fume-cigarette, y compris un cadre dans lequel il y a la photo de Marcel, y compris des tracts, y compris des bouts de livres pliés, enfin une feuille de livre pliée en 4, et donc elle contient des choses qui vont dans toutes les directions. Il y a aussi son portefeuille, voilà, et elles vont dans toutes les directions. Donc il faut après les ordonner, essayer de trouver une logique. Et la photographie qui est ici, donc c'est une planche contact, c'est-à-dire qu'elle fait 1 cm sur 2, enfin peut-être un peu moins, mais disons 8 mm sur 1,6 mm, 8 mm sur 1,6 cm. Et je l'ai agrandi beaucoup, forcément, pour avoir cette qualité-là. Je l'ai scanné, je me suis acheté un scan pour ces photographies, pour arriver à les voir en fait, parce que je ne les voyais pas, tout simplement. Parfois, c'est comme
C'est comme des trucs où vous prenez la photo, par exemple, souvent pour voir le code d'un truc Wi-Fi, je prends la photo pour l'augmenter, parce que je vois que dalle. Et donc j'ai fait un peu pareil pour ces photographies-là. Je les ai photographiées toutes et scannées à un très haut niveau de définition pour arriver à voir ce qu'elles représentaient. Et souvent c'était d'assez bonne qualité, malgré le côté planche contact. Et donc cette organisation des photographies dans le livre, ce qu'elle raconte, c'est mon propre choix, qui parfois est un choix dont j'avoue que c'est un choix émotionnel. Par exemple, la dernière photographie, la mettre là où je la mets, ça a un but. Et ce qui est un but de nature presque romanesque, c'est de dire, voilà, la dernière photo, c'est lui sur son cheval. Et c'est en gros expliquer que tout est possible pour un jeune homme de son âge et qu'il aurait pu être absolument ce qu'il voulait s'il n'était pas mort. Et de la même façon, j'ai fait un autre choix qui était aussi romanesque, qui était que mes digressions, je voulais les illustrer. Et donc quand je décide de parler de quelque chose, comme, je sais pas moi, les enfants du paradis, quand je décide de parler du Titanic de Goebbels, ou quand je décide de parler du musical L'ABC, boulevard des Italiens à Paris, je décide de montrer l'ABC pendant la guerre. Parce que je trouve que ça raconte quelque chose de cette période. Et quand j'ai vu la photo, je me suis dit, il faut la montrer quand même, c'est dommage. On fait la recherche, on trouve quelque chose qui est intéressant, on ne veut pas en priver une fois de plus le lecteur. Et donc, il y a une trentaine d'illustrations dans le livre, une quarantaine, dont la photographie par exemple de l'auto-mitrailleuse, enfin du type d'auto-mitrailleuse, je ne suis pas sûr que c'est celle-là, il n'y en a que 4, mais il y a une chance sur 4 que ce soit celle-là, qui va tirer sur André Schex. Ça m'intéresse de montrer l'auto-mitrailleuse, surtout que je la décris, et j'ai envie qu'on la voie. Parce que les machines de guerre allemandes, c'est bien de se les représenter. On sait plus ce que c'est qu'une automitrailleuse des années 40. Et franchement, moi, je ne savais pas. Donc, une fois que je la découvre, j'ai envie de partager ma découverte. C'est aussi bête que ça. Donc, il y a 5 ou 6 photographies supplémentaires qui s'ajoutent, qui me semblent illustrer mon propos, et qui, à tel ou tel moment, vont apparaître dans le livre, sans qu'elles soient justifiées par le fait qu'elles se trouvent dans la boîte, du tout. C'est juste le résultat de recherche. Et même parfois, j'ai une photo d'André Schex qui ne vient pas des boîtes, qui est la seule qui ne vient pas des boîtes. C'est que j'ai acheté un livre sur le Maquis Morvan. J'ai essayé de retrouver les gens qui l'avaient imprimé, mais ils l'ont publié en 70. Ils sont tous morts, évidemment. Il n'y a plus de photographies, il n'y a plus des originaux, il n'y a plus rien. Donc j'ai pas pu retrouver la chose. Mais par contre, c'est tramé. Il y a un tramage, comme on dit en lithogravure, quoi. Et j'ai réussi, avec Vige l'intelligence artificielle, j'ai réussi à détramer la photo. Et en détramant la photo, j'ai reconnu le visage d'André Schex sur une des images. Et donc je me suis dit, voilà, il est là, je l'ai reproduit tel quel. Et avec Gallimard, on a essayé de laisser tramer la photo pour pas tricher avec des IA qui sont quand même dangereuses. Mais quand même, on regarde, on voit bien que c'est lui. Voilà. C'est ces systèmes qu'on voit maintenant partout en publicité sur Instagram où on fait passer une vieille photo et on la détrame et on obtient une autre photo moins floue, plus nette, etc. Et ça marche vraiment très très bien. Et voilà, donc cette photographie d'André Schex que je n'avais pas, je l'ai retrouvée dans le seul document qui existe sur le Maquis Morvan, qui était dû être tiré à 500 exemplaires, je pense. Et voilà, et je l'ai récupéré. Peut-être, non, plus que ça, je pense qu'il a dû être tiré à 2000 pour tous les membres du Maquis Morvan, mais voilà. Donc on a beaucoup d'anecdotes. Pardon, vous aviez une question tout à l'heure. Oui, juste pour Michel Letellier. Pas Michel Letellier. Oui, un vieil aïeul. Ouais. C'est l'ironie de l'histoire. Non, c'était à propos de Marcel Schex. Ouais. Il est né en 1928. Ouais. Donc il a 96 ans, pas 72. Et donc c'est miraculeux que vous... Non, il n'a pas 96 ans, 72. Il n'est pas né en 1928 ? Oui, mais il est mort, je parlais de son fils. Ah, son fils, d'accord, ok. Son fils. D'accord. Son fils qui n'a pas pu parler de son frère. Qui n'a pas pu parler de son oncle, d'accord. Son père. Ok. Et donc, son père est mort en... Je vais l'inventer, mais son père est mort dans les années 90-95. D'accord. Voilà. Et donc, il a pu parler avec sa grand-mère, qui est morte dans les années 70. Voilà. Peut-être 80, parce qu'elle était née en 1900, en gros. Mais un tout petit peu. Et son père, lui, n'a jamais réussi à parler de son frère. Mais par contre,
ce que je trouve là aussi touchant, c'est qu'il a donné son nom, Marc-André, il a mis un peu de son frère dans le nom de son fils, quoi. Et ça, je ne savais pas non plus, donc je l'ai rajouté dans la réédition future. Alors ça aussi, ça serait intéressant à... La version poche. Non, mais c'est intéressant, parce que le livre, c'est un document, donc c'est jamais fini. Est-ce que je m'arrête ou pas? Voilà, c'est une bonne question que je me pose, auquel je vais répondre. Alors, parce que c'est une question qu'on peut se poser, parce qu'on fait un texte qui est un peu documentaire, vous voyez, c'est comme si Modiano avait un coup de téléphone de Laura Bruder, quoi. Non, finalement, ça va bien, hein. J'habite en Allemagne. Voilà. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir, en fait, après l'apparition du livre, j'ai quand même interviewé pas mal de gens, hein. Mais le livre a été très lu dans la Drôme, évidemment, donc, et à Dieulefi et tout ça. Donc après, il y a plein de gens qui me racontent des anecdotes. Je ne pouvais pas interviewer tout le village, donc premier mi-temps, ça aurait été long, quoi. Sur les délais que je m'étais imposés pour le sortir avant, voilà. Alors, il se pose la question de savoir qu'est-ce que je fais pour la réédition. Donc j'ai pris une décision que je trouve assez simple. Je corrige. Sans allonger le livre, ce que je peux, pour garder cette taille, parce que je la trouve pas optimale, mais elle me paraît convenir à l'information dont je dispose. Et je pense qu'on va faire un site. Et là, c'est... Non, mais c'est vrai. Et ça permet de mettre toutes les photos et de rajouter des anecdotes qui me sont fournies par les gens. Si les gens veulent savoir, ils vont sur le site. Et ça me paraît vraiment la meilleure des choses. Parce qu'en plus, on peut l'enrichir au fur et à mesure, on peut faire un truc plus intéressant qu'une simple réédition à chaque fois. Ça permettra d'avoir quelque chose de plus vaste, quoi. Et en plus d'être participatif, ça veut dire que je ne vais pas à chaque fois devoir, moi, faire quelque chose qui peut être très très bien fait par d'autres, qui est enrichir telle ou telle chose. Et je trouve ça vraiment, en plus, je trouve ça politiquement intéressant, au sens noble du mot politique, c'est-à-dire vivacité, etc. Se réapproprier ce qui leur appartient. Parce que moi, je ne suis pas drôle, moi, quoi, en plus. Donc, déjà, j'ai osé... C'est pas ce que dit Dauphiné. Non, c'est pas ce que dit Dauphiné, mais moi, je ne suis pas drôle, moi. Donc, je me suis réapproprié une histoire qui n'était pas la mienne. Et la réception donc, de ce livre était importante pour moi, parce que je ne voulais pas être justement un cambrioleur ou un voleur d'histoire. Et donc, cette idée de reconfier André Schex à ceux qui appartient, ça me paraît naturel. Voilà. Alors, il y a quelque chose d'incroyable dans le roman, enfin dans le document, pardon. Ouais. Récit. Le récit. On s'attache profondément à André. Vous avez véritablement des photos d'un jeune homme de... Alors, les premières photos, il a 18 ans. Non, il y en avait quand il est tout jeune. Mais donc, on s'attache extrêmement à ce personnage, à cette personne qui a véritablement vécu. On vit toutes les petites scènes quotidiennes, on est avec Simone, sa petite amoureuse. Il y a un moment où il décide de prendre le maquis. Alors il se trouve qu'il est, normalement, il est convoqué pour le service de travail obligatoire, la STO. Vous pensez que c'est une autre raison qui l'a poussé à rentrer dans le maquis? Non, je pense que c'est le STO qui le force à rentrer dans le maquis, mais je pense que c'est une autre raison qui le force à prendre les armes, ce qui est un tout petit peu différent. C'est la même chose. Le maquis connaît dans les années 43, à partir du moment où Laval décide de lancer le processus de collaboration intense avec l'Allemagne au point d'envoyer des jeunes Français soit sur le chantier de l'Atlantique ou les chantiers de jeunesse, soit en Allemagne pour travailler véritablement. Les maquis donc, connaissent une sorte d'inflation numérique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui quittent leur région pour aller dans le maquis le plus proche. Avec cette difficulté, c'est que les maquis n'ont pas d'armes. Où ils ont en gros des vieux chasse-peau de l'année des années 14-18 ou des fusils de chasse, enfin, ils n'ont pas grand-chose, quoi. Ils n'ont surtout pas une automitrailleuse, ils n'ont pas de véhicule, évidemment, ils n'ont pas non plus une mitrailleuse, donc il manque vraiment de tout. Donc prendre les armes, ça veut dire que c'est une vraie décision, parce que c'est aussi faire un choix. C'est quelqu'un à qui on va confier le peu d'armes dont on dispose. Donc il y a une sélection qui est faite. Il y a un régime très militaire dans les maquis.
très militaire parce qu'il y a un vrai danger. C'est-à-dire, si quelqu'un quitte le maquis, il sait où est le maquis, quoi, tout simplement. S'il se fait arrêter par la milice ou par la Gestapo, la torture, la peur, voilà, il y en a beaucoup. Il y en a pas mal qui ont été retournés et qui sont devenus des auxiliaires de la Gestapo malgré eux. Donc, quand Schex décide de prendre les armes, oui, je pense que c'est une vraie décision pour lui. D'ailleurs, dans ses lettres, on voit bien qu'il se considère comme un soldat, qu'il considère les gens qui l'entourent dans les villes où il se trouve caché, comme par exemple, il est à Saune. Saune, c'est un petit village à 25 km de là. 25 km de là, ça veut dire quand même 1h30 à 2 heures en vélo, hein, là-bas. C'est pas tout près, quoi. C'est pas un truc d'où on revient pour le soir pour aller dormir chez soi. Puisque les routes sont pas sûres, on peut quand même croiser des patrouilles. Voilà. Donc le fait de rentrer dans le maquis, c'est vraiment un choix pour lui. Il parle de civils, voilà, vraiment. Donc les civils, c'est la population autour de lui. Et il faut savoir qu'en... Alors, il se passe un phénomène classique lorsqu'on fait un livre, c'est que plus le temps passe, plus on sait, plus on connaît le livre qu'on a écrit. Et on ne sait pas tout à fait lorsqu'on l'a écrit, mais le temps qui passe et puis les rencontres autour du livre font que je croise des gens qui m'apprennent des choses. Récemment, je fais une émission de France Inter, le matin, à France Culture, chez Guillaume Erner, qui a aussi une maison dans la Drôme. Donc il m'a invité en voisin à France Culture le matin. Et j'ai discuté avec une fille qui était une historienne, élève de Pascal Horry, et qui avait travaillé sur la milice pendant la guerre, sur le nombre de miliciens pendant la guerre. Et moi, je pensais que les miliciens étaient vraiment très nombreux. Ils sont au pouvoir, je pensais qu'ils étaient 40 000, 50 000. En fait, non. C'est rassurant de savoir que jamais, le nombre des miliciens n'a dépassé le nombre des maquisards. Il y a toujours eu 30, même au pire des moments, il y a 30 à 40 000 maquisards, et au meilleur des moments de la milice, ils sont 15 à 20 000. 15 000. Et 15 000, c'est pas grand-chose. Hein. Donc c'est des gens hyper motivés, plutôt idéologues, etc., qui vont devenir ensuite des Waffen-SS, qui vont entrer dans la Waffen-SS, ou ils vont entrer dans la division Charlemagne, ou Das Reich, ça dépendra des endroits, mais ils ne sont pas si nombreux que ça, quoi, en fait. Les auxiliaires très très zélés de Vichy. Vichy peut plus compter sur la police et sur la gendarmerie que sur les miliciens purs et durs. Chose que je ne savais pas. Je pensais qu'ils étaient très nombreux, les miliciens. Et en fait, pas du tout. Ce qui fait que, par exemple, dans la Drôme, il y a une petite section de la milice à Montélimar. Ils sont une quarantaine, une cinquantaine, pas plus. Après la guerre, il y aura 10 survivants, parce que ils ont quand même commis pas mal d'exactions. Et le moment de la libération est un moment difficile pour les miliciens. Mais ils ne sont pas si nombreux que ça, quoi. C'est toujours assez étonnant d'avoir cet équilibre en tête. Donc André Schex, une fois de plus, pour revenir sur cette question du STO, c'est poreux. Il y a beaucoup de maquisards qui deviennent maquisards pour ne pas faire le service du travail obligatoire, mais il y en a ceux qui deviennent vraiment porteurs d'armes, c'est pas pour ça. Et le maquis Morvan, par exemple, il y a dans son maquis à lui, où il y a 30 personnes, il y a beaucoup de petits maquis. Hein. Donc il y a une dizaine de petits maquis Morvan 1, Morvan 2, Morvan 3. Et dans son maquis à lui, il y a une trentaine de personnes, dont pas mal de réfugiés républicains espagnols, des antifascistes italiens. Et vous allez voir comme c'est bizarre. Je ne le raconte pas parce que c'est un peu hors sujet, mais il y a à un moment donné des planeurs SS qui se posent pour aller tuer les maquisards. Et ils se posent donc sur le maquis de la Lance. Il y en a un qui s'écrase avec à son bord 3 chefs allemands et des Ukrainiens et des Lituaniens. Il y en a un deuxième qui se pose plutôt pas très bien, avec pareil des Lituaniens, des Ukrainiens et des Allemands. Il y en a 8 qui survivent, dont les chefs allemands. 2 chefs allemands et 6 ou 7 Ukrainiens. Les Ukrainiens, ils tuent les Allemands, tout de suite. Ils prennent toutes les armes possibles et ils vont rejoindre le Vercors. En gueulant « camarades, camarades !» avec leurs armes. Je trouve ça très touchant. Très marrant aussi. Parce que, en fait, c'est très compliqué. Ils ont été enrôlés de force.
Et donc, ils n'ont pas très envie. En plus, il faut reconnaître que la situation est compliquée. Hein. En 1944, c'est perdu la guerre, quoi. C'est paumé. Moi, je serais ukrainien, même un peu facho, je me dirais que plutôt d'aller casser la gueule aux maquisards du Vercors, je vais peut-être plutôt les rejoindre, parce que c'est quand même, c'est plié, quoi. Il n'y a plus de chance que la main garde la guerre. Donc c'est des moments un peu complexes, pour dire le moins, dans lequel il y a un peu de tout. Et vers la fin de la guerre, les maquisards du maquis Morvan, ils ont autant d'armes qui viennent des Allemands que d'armes qui ont été parachutées par Londres, quasiment. C'est assez bizarre. Voilà. Et donc j'ai pas mis cet épisode alors que parce que ça concerne pas Chex, donc ça se passe un peu après. Donc je l'ai pas mis. Voilà. J'ai été un peu strict sur ce que je savais pour pas encombrer le livre d'anecdotes qui parfois sont pertinentes, hein, mais parfois elles étaient un peu moins. Donc, voilà. Et celle-là, elle aurait pu l'être, parce que bon, c'est pas si mal en fait l'histoire. Alors dans le récit, vous parlez évidemment beaucoup d'aborder la question de la mort, vous l'avez dit vous-même avec la photo du fusil mitrailleur. Moi, il y a une personne qui m'a profondément touché dans ce récit, et vous l'avez déjà évoqué, vous l'avez compris, c'est Simone. Surtout que Simone, il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé, c'est son père. Elle a une histoire extrêmement touchante, cette Simone. Ouais, pour moi, c'est le deuxième personnage le plus fort. En tant que tel, c'est vraiment un personnage. Elle perd son père 2 mois avant, parce qu'il est fusillé par les Allemands, mais elle ne le sait pas qu'il est mort. C'est ça aussi qui est intéressant. Parce qu'il est fusillé dans un coin paumé, et que son corps n'est pas identifié, et qu'on ne sait pas ce que sont devenus les gens quand ils sont à Montluc. Ils peuvent avoir été emmenés par l'Allemagne, par les Allemands à Buchenwald, ou même avoir été emmenés beaucoup plus loin. Voilà. En fait, ils sont fusillés. Voilà. Ils sont fusillés à Roche, une petite ville dans l'Isère, et ils sont enterrés, et on va reconnaître le corps de... C'est le fils aîné de Simone Régnier, le fils aîné de Célestin, qui va reconnaître le corps en octobre 1945, donc 1 an et 3 mois après qu'il a été fusillé. Enfin, fusillé, abattu d'une balle dans la tête, ce qui est encore différent. Et donc, ouais, son père a disparu, ça c'est sûr, elle ne sait pas qu'il est mort, enfin elle peut s'en douter, et 2 mois après, elle perd son fiancé. Et 1 an et demi après, elle est enceinte, parce qu'on a le droit de vivre, et elle décide de garder évidemment l'enfant, et d'épouser l'homme dont elle est enceinte. Et Christiane Jouve, donc, qui mais la fille de Simone Régnier, me raconte toute cette histoire. Et c'est pour ça que elle aussi, elle a été évidemment très proche de sa mère, au point de conserver pendant 30 ans, quand même, après la mort de sa mère, une enveloppe rouge qui est l'histoire d'André Chex et de sa mère. Alors qu'elle ne sait pas que quiconque va un jour s'en servir. Donc c'est très touchant de savoir qu'elle a conservé ça. Et dans la série des choses touchantes, il y a quelques jours, j'ai rendu l'enveloppe à Christiane il y a 3 ou 4 jours, que j'étais à Nyons. Voilà, je suis revenu quelques jours. Et je lui ai donc rendu l'enveloppe qu'elle voulait. Et pourquoi elle voulait-elle? C'est parce que les petits-enfants de Simone Régnier ont décidé de faire un album photo de André Chex et de Simone Régnier. Je trouve ça absolument dingue, parce que c'est pas leur père, quoi. Mais ça dit quelque chose de la place symbolique que ça occupe dans la famille et de la personne que devait être Simone Régnier, quoi. Je trouve ça très émouvant. Alors, allons-le maintenant, tout ça c'est aussi, tout ce récit est aussi un excellent moyen de faire des digressions. Vous l'avez déjà dit vous-même. Alors il y a une scène passionnante. Sachez qu'ils ont été voir le Titanic au téléphone, au cinéma. Non, ils l'ont pas vu. Ils l'ont pas vu, pardon. Vous voyez, j'ai mal lu. Et vous le comparez avec, effectivement, Les Enfants du Paradis. Non, je suis sûr qu'ils l'ont pas vu parce que c'est pas un film qui aurait été projeté à Dieu-le-Fille. C'est un grand spectacle allemand. Je sais en plus que, parce que je sais pas grand-chose, je sais que la moitié des films de Dieu-le-Fille, donc voilà. Je sais surtout que le Titanic a été projeté uniquement en Belgique, un peu en Italie et un peu à Paris. Voilà. Et qu'il a pas fait de propagande allemand. C'est un film de Goebbels, quoi. Voilà. Et donc les Français, quand on regarde le nombre de films que les Français vont voir au cinéma,
c'est à cette période 85% de films français. Alors que c'était 50% avant la guerre, voire 45% avant la guerre. Et qu'après la guerre, ça va remonter à 50%. C'est même un des éléments du plan Marshall. Le plan Marshall, c'est imposer le cinéma américain en France. Enfin, ça fait partie des clauses du plan Marshall. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais donc, ils vont au cinéma, et donc, oui, je digresse sur le Titanic, parce que le Titanic m'a fasciné comme histoire. On peut le voir, hein, il est sur YouTube, vous tapez Titanic Goebbels, et vous arrivez tout de suite sur le film, qui est en allemand, et sous-titré en anglais, bon, voilà, mais qu'on peut voir, et qui est la plus grosse production cinématographique allemande de tous les temps du nazisme, hein, un des films les plus coûteux, et surtout un des films les plus coûteux du cinéma en équivalent, voilà, je suis pas sûr que ça ait coûté aussi cher que le film de Cameron, mais ça a quand même coûté cher, quoi. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est finalement ce qu'il représente métaphoriquement par rapport à la culture en Allemagne, quoi, qui est sous contrôle de Goebbels, et où c'est pas simple de faire plaisir à Goebbels. Et je vous raconte rapidement. Donc, le Titanic, bateau anglais, un iceberg, il coule, ça va. Mais ce que veulent raconter les Allemands avec ça, c'est oh, comme les Anglais sont avides d'argent, oh, comme l'Allemagne, puisqu'il y a un officier allemand au bord du Titanic qui va essayer de sauver tout le monde, et qui va sauver en particulier le capitaine, parce qu'il est coupable et qu'il veut qu'il soit jugé devant un tribunal. Et donc voilà, dans cette belle histoire de la supériorité de la race aryenne sur les anglo-saxons, ça dure, au lieu de durer 3 mois de tournage comme prévu, ça dure 1 an et demi. Ça dure 1 an et demi parce que il n'y a pas beaucoup de figurants, que le cinéma allemand va quand même assez mal. Les meilleurs sont partis de Fritz Lang, en passant par Lubitsch, en passant par tous les autres, Billy Wilder. Il tourne avec Herbert Zelpin, qui est un second couteau, mais qui est quand même bon, un technicien, quoi. Puis il a l'avantage d'avoir au moins fait un film avec des marins, un film de guerre marin allemand. Enfin, c'est compliqué les films avec qui se passent sur mer. Techniquement, c'est très compliqué. J'ai un copain qui a fait un film qui s'appelle Le Chant du Loup. C'est un film de sous-marin. Et je peux vous dire que c'était très compliqué de faire un film de sous-marin. Voilà. Et d'ailleurs, ce garçon va faire l'Anomalie en série, mais c'est une autre question. Et donc, Zelpin tourne pendant 1 an avec beaucoup de difficultés. Et en plus, Goebbels lui envoie en permanence des marins de la Kriegsmarine et des soldats fantassins pour faire les figurants. Au point qu'il se fait engueuler parce qu'il est en train de retirer des soldats au fond de l'Est. Bon. Mais bref, ça n'avance pas. Les soldats sont des poivreaux, des gens violents, il y a des viols sur le tournage, il y a des bagarres d'ivrogne, ils cassent du matériel, ils en volent en plus. Bon, ça prend du retard. Zelpin décide de se plaindre à un de ses copains, il n'ose pas plaindre à Goebbels évidemment, il se plaint à un de ses potes en disant que premièrement, de toute façon, le Reich est en train de s'effondrer, 2, que Goebbels est un incapable, et que 3, l'armée allemande c'est vraiment de la merde. Évidemment, c'est répété quasiment le lendemain à Goebbels, qui fait arrêter le mec, et la Gestapo le pend avec ses bretelles dans la cellule où il est enfermé à Berlin, non loin des lieux de tournage, etc. Bon. Goebbels essaye de trouver un deuxième cinéaste, pas facile, lorsque vous avez pendu le premier, de trouver un volontaire. Donc il en trouve quand même un parce que le volontaire a été désigné. Il finit le film en 1943, c'est le moment où les Alliés commencent à bombarder l'Allemagne. Donc les scènes de panique sur le bateau, le Titanic, commencent à rappeler les scènes de panique dans les villes allemandes. Goebbels trouve que finalement c'est un film très déprimant, très même défaitiste, et que donc il ne faut pas le projeter aux Allemands. Et donc il n'est jamais projeté en Allemagne, et il sera finalement projeté, je vous le dis, dans les pays comme l'Italie, la France et un peu la Belgique. Voilà. C'est un fiasco total. C'est intéressant parce que c'est
une métaphore de la culture en Allemagne, quoi. Impossible de créer, en fait. On ne peut pas créer parce que c'est soumis à des logiques qui ne sont pas du tout celles de la création, mais celles de la propagande et de la censure. Donc c'est compliqué. Et en face, on a en France, et c'est ça que je voulais prendre en comparaison, en face, on a en France Carnet et Prévert qui vont faire Les Visiteurs du Soir, avec des bouts de chandelle, mais ils y arrivent, avec des bouts de ficelle plutôt. Et ils vont arriver quand même à faire aussi, à tourner presque avant la fin de la guerre, les Enfants du Paradis, qui va être fini de tourner, alors que les Américains n'ont pas encore débarqué à Nice ni à Saint-Tropez. Donc, il finit de tourner avec Arletty, qui est quand même collabo, mais qui n'a dénoncé absolument personne, alors qu'elle sait qu'elle tourne avec des juifs, des homosexuels, des Hongrois, des communistes. Elle tourne avec des gens comme, justement, par exemple, Vladimir Kosma. Kosma, il est juif, communiste, et voilà. Et on peut multiplier les exemples où, finalement, en France, ça se fait sans entraver la liberté de quiconque, et il se fait un des meilleurs cinémas du monde à ce moment-là, quoi, faut bien dire. On est à un âge d'or incroyable. Si vous regardez les films qui sont tournés à ce moment-là, on est ébahi de voir La Main du Diable, de voir les films de Tourneur, de Marcel Verbier, voilà, c'est épatant, quoi, ce qui se passe à l'époque. Donc voilà, c'était un moment digressif, parce que je sais qu'ils sont allés au cinéma, Simone et André, et que j'ai essayé d'imaginer ce qu'ils avaient pu voir. Et là aussi, je peux que imaginer, parce que j'ai pas leur ticket de cinéma dans la petite boîte, quoi. Mais j'aurais vu que les tickets de cinéma ne donnent pas ce qu'ils auraient vu. Mais je sais qu'ils sont allés au cinéma parce que je sais par différentes personnes qui m'ont dit que le cinéma fonctionnait, et que je sais que la mère de Christiane était allée au cinéma. Voilà. Donc vous imaginez bien effectivement un récit avec de nombreuses digressions, parce que l'érudition de M. Letellier est plus à trouver. Dernière petite chose, après c'est une érudition acquise, que toute érudition, on cherche, on trouve. Faut bien le dire. Et je risque d'avoir oublié dans 3 mois. Donc j'en profite pour bien répéter tout ce que je sais. Parce que le principe de l'érudition, c'est que ça s'oublie, quoi. Oui, on est quand même quelques-uns à l'avoir lu en disant que vous étiez profondément brillant. Mais ne prenez pas le compliment si vous ne le souhaitez pas. Dernière petite digression, après attention, c'est vous qui allez intervenir. Hein. On en parlait tout à l'heure en voiture, moi il y a un paragraphe, 2 pages qui m'ont particulièrement marqué, c'est quand vous faites un parallèle avec l'actualité. Oui. Dans quelques temps, vous avez bientôt des élections. Moi, je veux bien qu'on en cause, si ça vous tente. Tout du moins, vous faites le parallèle entre ce jeune homme noir à 20 ans pour ses idéaux et une sorte d'actualité du moment. Oui, non, mais bon, quand on parle du fascisme et du nazisme, forcément, à un moment donné, Bon, j'avais en fait un projet qui était de parler du nazisme, qui est un sujet qui m'intéresse depuis toujours. J'ai remarqué que dans tous mes livres, il y a toujours un moment où je parle, même de manière anecdotique, de la Shoah. Par exemple, dans l'Anomalie, j'ai un personnage dont le grand-père, un personnage qui a un petit tatouage qui est un oasis. Voilà. Mais vraiment, c'est un personnage tout à fait anecdotique. C'est le fiancé de Johanna Wasserman, qui est l'avocate noire. Elle tombe amoureuse d'un dessinateur juif qui a fait un dessin sur les suprémacistes blancs qui n'avaient pas beaucoup de matière grise. Voilà. Et il a un procès pour ça, il arrive à gagner, et elle découvre qu'il a un tatouage qui est un oasis sur le bras. Et il lui dit qu'il a dessiné un peu naïvement parce qu'il pensait que le tatouage de son grand-père, il avait marqué oasis. Et en fait, c'est simplement ce qui reste d'un tatouage vu à l'envers, ou quand on le voit à l'envers, ça fait oasis, c'est pas un oasis. Et donc, dans tous mes livres, il y a toujours un moment où je m'intéresse à ça, parce que fondamentalement, j'ai une jeunesse antifasciste assez convaincue, et j'ai toujours pensé que la question de la Shoah n'était pas l'histoire juive, c'était une question humaine et pas l'histoire juive. Ce qui est un positionnement tout à fait légitime et raisonnable que je défends. Et donc, ce qui autorise donc pas mal de choses, même lorsqu'on n'est pas juif. Donc la question qui s'est posée à moi, je n'avais pas fait le calcul du tout que 100 moins 20, ça faisait 80 et que j'allais me trouver en plein
80 ans de célébration. C'est un peu naïf, hein, parce que franchement, je sais calculer, effectivement, 100 moins 20, c'est 80. Donc je me suis retrouvé effectivement à avoir un livre qui sortait en 2024, mais qui était impératif pour moi de le faire pour le centenaire d'André Schex, qui était quand même le nom sur le mur. Et la logique, c'était aussi de parler du nazisme, de contre quoi il était engagé, de pourquoi il était mort. Et quand on parle d'un jeune homme qui meurt à 20 ans, on s'interroge de savoir contre qui il se bat. Donc il se battait contre des soldats allemands, qu'ils le veuillent ou non, et qu'ils l'aient voulu ou non, parce que beaucoup ont été enrôlés entre guillemets de force. Bon, c'est un autre débat de savoir qu'est-ce que c'est que le nazisme vécu par les Allemands. Je recommande un livre, toujours, qui est un livre qui est paru il n'y a pas longtemps, qui est un livre de Johann Chapoutot, qui est un historien, un des meilleurs historiens du nazisme, et qui s'appelle « Vivre et penser en Asie ». Voilà. Et qui est un livre dans lequel il a essayé de s'imaginer dans cette période et de s'imaginer nazi. Donc moi j'avais envie donc de faire un passage sur deux choses. Un, qu'est-ce que c'est que le nazisme? Et deux, comment est-ce qu'on peut, donc il y a deux chapitres en fait, comment est-ce qu'on peut devenir nazi? Et qu'est-ce qui en nous fabrique du nazi? Nos dispositifs mentaux, qui sont des dispositifs qui obéissent à trois choses, dont je parlerai plus tard, mais qui sont grosso modo la recherche de conformité sociale, l'obéissance à l'autorité et la violence croissante du groupe. C'est-à-dire que la capacité d'un groupe est plus violente que chacun de ses membres. Et quand j'écrivais le passage sur le nazisme, il y a eu les horreurs du Hamas avec le 7 octobre, et quelques semaines plus tard, il y a eu une manifestation contre l'antisémitisme avec le Front National. Et là, je me suis dit, non mais, bon, je vais peut-être faire un tout petit passage sur qu'est-ce que c'est que le Front National. Et donc, j'ai retrouvé un moment où je parlais de Primo Levi en 72, quand j'étais en train de lire « Si c'est un homme » de Primo Levi, qui est vraiment pour moi un livre... Il y a un film fondateur qui est vraiment Nuit et brouillard, que j'ai vu quand j'avais 12 ans, et Si c'est un homme que j'ai lu plus tard, 2 ans plus tard, quand j'avais 15 ans, à la demande de mon prof de philo, qui voyait que ça m'intéressait, qui m'a fait lire ça. Et je me rends compte que quand je le lis, ou peut-être que je triche un tout petit peu sur les dates, mais ça fait rien, c'était vertueux comme volonté de tricher. Et je me rends compte que quand je le lis, en gros, est fondé le Front National. Et qui fonde le Front National? Le moins antisémite de tous, c'est Jean-Marie Le Pen. Parce que les autres, c'est vraiment des rescapés du radeau nazi, quoi. Tous. Enfin, tous ceux qui ont plus de 50 ans, quoi. Et je fais la liste. Parce que cette liste, elle est connue, voilà, et qu'il est bon de la rappeler. Donc, je rappelle Bousquet, pas le Bousquet, pas du Bousquet, mais l'autre, etc. Et donc, cette liste, je la fais dans son intégralité, parce que je me dis que ça peut être utile pour les jeunes générations oublieuses. Ça n'augure pas de ce qu'est aujourd'hui le Front National. C'est-à-dire que il faut pas confondre le Front National de 72, constitué d'anciens Waffen-SS, avec celui d'aujourd'hui, qui est un gloubi-goulba de gens dont les deux caractéristiques sociétales sont un léger racisme endémique, pas tout à fait toujours avoué, et un niveau culturel un peu inférieur à la moyenne. Mais non, mais c'est pas méchant ce que je dis, c'est sociologique. C'est la réalité. Non, c'est la réalité. Si on veut prendre la caractéristique, c'est un faible niveau éducatif. Je dis pas qu'il n'y a pas des profs d'université fachos, hein. Mais parce que quand on est prof d'université et qu'on est Front National, on est forcément idéologiquement engagé. Mais dans les jeunes, j'ai vu que 32% des 30% des jeunes, donc ça fait quand même que 10%, ont voté Front National. Ces jeunes gens, je ne pense pas que ça soit des jeunes de Waffen-SS engagés. C'est plus compliqué que ça. C'est des petits blancs qui voient bien que les services de l'État ne fonctionnent pas, qui ont peur d'être au chômage, qui se sentent menacés, et qui on raconte que les méchants, c'est les immigrés, et avec qui ça va marcher. Bon. Donc, je me suis simplement permis de rappeler qu'il y avait le Front National, parce que je me dis que ça ne peut pas gâcher, quoi. Et puis qu'il est bon de rappeler les réalités des années 70, qui sont la suite des... C'est quand même 30 ans après 42, quoi. Et il y en a un dans cette bande qui fonde le Front National, qui est un milicien accessoire, qui était un auxiliaire de la police française pendant la rafle du Veldiv.
faut le vouloir, quoi. Et ce mec n'a pas été condamné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a aidé à rafler des juifs qui ont été tous envoyés à Auschwitz, quoi. Bon. Donc, ben oui, je donne son nom, pas de problème. Il y avait un jeune homme que je voulais traiter aussi, parce que je l'avais croisé dans une histoire militante, qui était un ancien... Je ne l'ai pas traité non plus, je ne peux pas tout faire, quoi. Mais c'était un jeune homme qui avait été un jeune milicien de 15 ans, qui avait été à Cannes, avec une mitrailleuse devant l'endroit où on avait torturé les quelques résistants français juste avant le débarquement, qui s'étaient enfuis avec, dans 2 Citroën traction. Les jeunes miliciens étaient remontés vers Lyon en suivant la 11e Panzerdivision et la 19e armée de la Wehrmacht. Et donc ces jeunes gens, qui étaient des jeunes gens de 15 ans, des miliciens, quoi, me faisaient penser à des Lacombe-Luciens. Et donc, j'ai pas parlé non plus de Lacombe-Luciens, parce que j'ai évoqué un autre livre, qui est celui de Pierre Bayard. Puis en plus, je ne faisais pas un traité d'histoire ni de réflexion politique. Mais pour moi, ce sont des Lacombe-Luciens, ce sont des jeunes gens qui, à 15 ans, effectivement, ben, s'engagent. Ils tombent du côté où ils penchent, quoi. Voilà. Ils penchaient un petit peu par là, sans doute, et puis, voilà, c'était le pire des moments pour s'engager. Ils sont tombés de ce côté-là, et je pense sincèrement qu'à 15 ans, c'était plus difficile d'être dans la milice que dans la résistance. Pourquoi? Parce qu'on pouvait dîner tard, on pouvait sortir le soir. Les résistants, ils étaient dans des cabanes de fortune, dans le maquis, avec rien à manger, enfin, pas grand-chose à bouffer, le froid, pas de lumière, c'est pas marrant. Alors que être un jeune milicien de 15-16 ans, ben on dîne le soir, on force les restaurants à rester ouverts, personne... Enfin, regardez le Lacombe-Lucien, c'est pour ça qu'ils rencontrent les miliciens, c'est que les miliciens ils les croisent dans un bistrot. Donc voilà, c'est pas facile de dire non à des choses qui sont de l'ordre de la jouissance, surtout lorsque on n'a pas beaucoup d'idéologie derrière et pas beaucoup de cervelle, quoi. Ce qui est le cas de Lacombe-Lucien, voilà. Mais je rappelle que lorsque le film est sorti, qui est un scénario de Modiano, hein, un film de Louis Malle, un scénario de Modiano, le film a fait scandale. Parce qu'il raconte un jeune qui a failli rentrer dans la résistance, à qui l'instituteur refuse de rentrer dans la résistance, et qui bascule dans la milice, parce que, justement, ben, c'est plus marrant. Et il dénonce l'instituteur tout de suite. Et le bonhomme est complexe. Lacombe-Lucien, c'est l'histoire d'un jeune égaré, quoi. Il n'est pas hyper sympa, il torture les chats quand il a 7-8 ans. Donc il a aussi des petites tendances psychopathiques. Je ne pense pas qu'André Schex, par exemple, il torturait les chats. Voilà. Je le vois plutôt comme un mec assez franc, avec une vie qui est presque tracée, qui est une vie assez sympa, en fait, qui s'annonce pour lui. S'il avait survécu, il aurait peut-être vécu d'autres choses très intéressantes. On ne sait jamais ce que deviennent les gens. De l'autre côté, c'est pour ça que je digresse tout le temps dans le livre, mais de l'autre côté des Alpes, il y a qui? Avec 1 an de plus, il y a Italo Calvino. Et lui aussi dans le maquis. Il ne sait pas qu'il va être écrivain, Italo Calvino. Il est plus éduqué qu'André Schex, c'est sûr. Il a fait des études, il a fait de la littérature, etc. Mais il sait pas, on ne sait pas pour autant qu'il ne va pas devenir agronome comme son père, parce que lui aussi il a fait des études d'agronomie. C'est pas pour ça qu'il ne va pas devenir autre chose qu'un écrivain. C'est jamais joué, quoi. C'est une rencontre avec Pavès et qui va tout décider. Donc, on ne sait pas ce que deviennent les gens. Et donc on ne sait pas ce que devient Lacombe-Lucien, on ne sait pas ce que... Et ça c'est un vrai questionnement qu'il faut tout le temps avoir en tête, et c'est pour ça que j'y consacre un tout petit peu de temps, parce que je pense que c'est légitime de se poser la question de savoir ce qu'on peut devenir. Y compris, je m'interroge sur Louis Simone, parce que je découvre à l'arrière d'une photographie, une adresse à sa fiancée, qui dit « Première photo de toi et moi, ma chérie », etc. Lui dit ne doute pas qu'on vivra ensemble toute la vie, jusqu'à la mort, etc. Et que tu n'es pas une amie passagère comme tu crois que tu l'es. Comme tu crois que tu l'es. Donc ça veut dire quand même qu'elle n'a pas hyper confiance. Hein. Et ben, moi ça m'intéresse de lire ça. Ça m'intéresse parce que d'un seul coup je me dis, bon, faut pas en faire un... C'est pas un héros, il meurt bêtement, et c'est peut-être pas non plus l'homme idéal. Mais ça fait rien, il meurt en homme idéal, ça.
Et pour elle, ça reste à jamais l'homme idéal, de toute évidence. Mais en même temps, elle doutait, quoi. Elle se disait, merde, c'est un beau gosse. Voilà. Et c'est pour ça que je cite Oscar Wilde. J'adore cette phrase d'Oscar Wilde, qui est la fidélité ne résiste jamais à la jeunesse, mais rassurez-vous, l'infidélité ne résiste jamais à la vieillesse. Bon, ce qui est une belle méchanceté, mais d'un réalisme. Voilà. Il a écrit ça jeune en plus, Oscar Wilde. Donc, voilà. Mais suffisamment idéal pour que ces petits-enfants qui n'en sont pas mais oui. on fasse deviennent héritiers de celui-là. Enfin, c'est normal, puisqu'elle leur a transmis quelque chose, qui est l'amour idéal. Donc, ils ont cette image d'André Schex qui est très très bouleversante et qui fait que lorsque j'ai rencontré Christiane Jouve, elle m'a dit, au bout de 3 minutes, alors que je la connaissais de nulle part, j'aurais tellement aimé être la fille d'André Schex que de celle de mon père. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, donc on se dit, merde, qu'est-ce qu'on me raconte là? Et c'est vrai que je pense qu'elle avait cette vision idéalisée d'André Schex, et que, en gros, elle et son père, ça ne devait pas être la plus simple des relations. Mais c'est pas de la faute de personne, parce que lui aussi, il devait être... il avait un fantôme en permanence dans son lit. Ils étaient 3, quoi. C'est horrible. Et voilà. Et je comprends extrêmement bien Simone Régnier, qui a donc survécu à ce drame en éduquant une petite fille, sur qui elle a dû reporter un amour fou, quoi. Et en même temps, je vois très bien comment est-ce qu'on peut se comporter lorsqu'on perd quelqu'un à 20 ans. Donc il y a 2 options, en fait. Soit on devient veuf, à jamais. Je crains qu'elle soit quand même devenue, malgré tout, veuve à jamais. Soit on vit dans une sorte de volonté d'oublier et de transgression, parce que c'est transgressif d'oublier quelqu'un. Donc, mais il faut choisir de transgresser, en fait, parce que sinon, on ne vit plus, quoi. Et je pense qu'en fait, elle a... Enfin, je n'ai pas écrit, parce que je pense que c'était indélicat par rapport à ce que je sais, d'abord, mais indélicat par rapport à ce qu'on m'avait confié, mais je pense sincèrement qu'elle n'a pas du tout vécu de manière heureuse après. Elle était dans ce deuil qui lui interdisait d'être pleinement heureuse. Et elle se l'est interdit, parce que je pense qu'aussi, quand on perd quelqu'un, on a l'impression de le trahir indéfiniment. Et puis, il n'a pas eu le temps de lui écrire ce qu'a écrit Manouchian à sa femme. En fait, c'est terriblement romantique. Pardon? C'est terriblement, totalement romantique. Oui. Ah oui, mais le sens, oui, c'est totalement dramatique et romantique. Ah ouais. Et vous connaissez le texte de Manouchian à sa femme? Donc ce texte est bouleversant parce qu'il lui dit de vivre, d'avoir des enfants, de... Sois libre. Voilà. Et lui, il n'a pas le temps de l'écrire, ce texte-là. Voilà. Et donc elle est forcément dans ce deuil-là. Avez-vous des questions, chers tous? Alors moi, c'est une petite réflexion. Bonsoir. Je me suis très touché par l'approche de votre récit. Et je le suis d'autant plus que je suis historien de la Seconde Guerre mondiale en Dordogne. Ouais. Donc depuis plus de 20 ans, je m'attache à, comme vous le faites magnifiquement, à redonner un visage et une identité à toutes ces personnes qui trop souvent ne sont qu'un nom inscrit sur un monument. Je fais ce travail depuis 20 ans et là, au moment où je vous rencontre, avec un ami, nous venons d'inaugurer une exposition qui s'appelle « Et nous réveillerons leur mémoire », pas très loin d'ici, parce qu'en fait, nous sommes confrontés à quelque chose de très étrange dans cette étrangeté. C'est-à-dire que j'ai une photo que j'ai amenée là, d'un groupe de maquisards qui pose le 23 juillet 1944. Et en fait, la plupart des maquisards que l'on voit sur la photo sont morts 4 jours après. Donc ils avaient 21 ans, moyenne d'âge. Et l'étrangeté dans l'étrangeté, la Dordogne est le deuxième département de France qui a connu le plus de fusillés et de victimes tombées au combat, derrière le Vercors, enfin l'Isère. Et là, en fait, le sujet auquel je suis confronté est un peu hors norme, car vous partez d'un nom sur un mur, et moi je pars d'une personne, parmi ces 30 camarades, qui a complètement disparu corps et âme, c'est-à-dire qu'il était maghrébin. J'ai une photo de lui présumée dans ce groupe, et en fait, tous ses camarades
ont été inhumés. Alors ça a été très compliqué, ça a pu demander des années, car les corps étaient méconnaissables pour beaucoup d'entre eux, mais enfin tous sont dans une nécropole militaire ou dans les caveaux familiaux. Et lui, il est actuellement quelque part dissous dans le cimetière d'un petit village de Dordogne, sans savoir où on est. Donc on est dans le contexte aussi de l'appréhension. Il avait un nom de maquisard, comme beaucoup d'autres, c'était Souna, et en plus il était maghrébin, donc on peut supposer que ça a peut-être joué dans cet oubli supplémentaire. Et donc j'ai une photo que je vous montrerai tout à l'heure, et donc c'est assez touchant, et c'est un cas hors norme parmi les 1200 fusillés tombés au combat en Dordogne. Là on est dans quelque chose de mémorial qui est très, très étrange en fait. Donc on va certainement saisir le procureur de la République pour demander à faire peut-être des fouilles dans le cimetière pour essayer de, par un moindre détail, de pouvoir le retrouver. Et son nom ne figure sur aucun monument. En même temps, ça va pas être facile de reconnaître un squelette de maghrébin, un squelette. Ce qui est rassurant sur l'humanité. Oui, par contre, on sait comment il est habillé. Sur la photo, j'ai une photo de lui, on sait comment il est ça habillé. va, oui. Donc en fait, les tissus vont pouvoir servir à identifier les quelques tombes anonymes que nous avons dans le cimetière. Ça peut être déterminant. Voilà, en tout cas, c'est complètement énorme. Il y avait comme graphique avant les inhumations, ce qui a été le cas, ce qui a permis de reconnaître d'ailleurs le corps de Céleste Araignée, c'est qu'on avait compris assez vite qu'on enterrait vite les gens et qu'on risquait de plus savoir qui était qui. Donc sur les cercueils, ce qui est le cas de Céleste Araignée, il y avait un numéro, en l'occurrence numéro 8 pour Céleste Araignée, et on avait pris la photo. Il y avait les photos des cadavres pour que 1 an, 2 ans, 3 ans après, on puisse les identifier. Et ils étaient identifiés d'ailleurs d'après photo. C'est-à-dire qu'on n'ouvrait absolument pas les cercueils. Il n'était pas question d'ouvrir un cercueil pour demander à des gens de voir le corps de leur père 2 ans après ou 1 an après. Quoi. Ce qui était le cas dans mon cas. Voilà. Mais donc parfois les photographies ont été une pratique assez généralisée, parce que très vite s'est répandu le savoir que si on ne faisait pas, eh ben, on n'arrivait jamais à reconnaître les gens. C'est ça. Donc ça a toujours été fait. Je fais une petite digression parce qu'on a parlé de monuments aux morts. On était dans Lyon il y a 1 mois, dans des petits villages de 500 habitants, et j'étais très étonné de voir sur ces monuments aux morts 25 noms de morts de la guerre 14-18 dans un village de 500 habitants et 3 ou 4 de 39-45. Ouais. C'est pas si facile, hein. Il y a 50 000 Français qui meurent pendant l'offensive, pendant la offensive allemande, et à peu près autant d'Anglais d'ailleurs. Donc il y a 100 000 morts, côté français et anglais. Et puis on en aura à peu près 30 000 dans la deuxième partie en 44, 30-40 000. Et donc oui, la guerre elle est perdue très très vite. C'est une défaite très rapide. Et puis si vous divisez par contre au nombre de morts par mois, il y en a beaucoup plus en fait. Parce que ça dure que 1 mois. Là. Donc oui, il y a très peu. C'est pareil dans tous les villages de France. Hein. 14-18, c'est l'hécatombe. Et puis à Dieulefit, pardon, à Montjoux, il y a. Et alors là, il y a 10 morts en 14-18. Village de 200 habitants, 10 morts. Quasiment tous les jeunes gens sont morts, quoi. Et après, il y en a un pour 40 et un pour 44. Donc oui, c'est une règle. Il y a une autre chose qui, moi, m'a intéressé. Je suis allé en Alsace pour parler de ce livre. Et on m'a fait la remarque, qui est tout à fait juste, c'est que nous, il y a marqué « mort pour la France ». En Alsace-Lorraine, c'est compliqué. Donc ils ont une formule qui est « à nos morts ». Pour les Maghrébins aussi, c'est ça? Oui, parce qu'il y a les Maghrébins, parce que la plupart des Allemands, des jeunes Alsaciens, qui meurent, ils meurent sur le front de l'Est, et ils meurent à des endroits qui ne sont pas des endroits où meurent les Français. Ils meurent vraiment loin de chez eux, et c'est même eux qu'on envoie, voilà. Avec ce questionnement que j'avais dans le livre sur les Maghrébins, qui ont été quand même la majorité de la division d'Asreich, qui remonte, qui passe par Oradour, et voilà, et Tulle, etc. Et qui sont malgré tout des Maghrébins. Mais c'est une...
c'est un moment assez... je l'évoque parce que c'est un moment qui après... Bon, moi, je suis né en 57, donc je suis né longtemps après cette période, mais je vois à quel point ça reste, y compris en Alsace, quelque chose de douloureux, quoi. Oui. Ils sont incapables de l'aborder d'une manière non affective, sereine, et de reconnaître que eux aussi, ils avaient des nazis, quoi. Parce que rentrer dans la Wehrmacht, c'est un truc, on est forcé. Mais dans les SS, c'est différent, parce que les SS, il y a des avantages financiers, il y a des avantages... c'est une décision qu'on prend, quoi. Personne n'est forcé de rentrer dans la SS. Sauf pour les jeunes Allemands de 15 ans en 1945. Oui, les Alsaciens, pareil, à la fin. Hein? J'ai fait un entretien. Oui, à la fin, comme tous les Allemands. Comme parce qu'ils sont dans le Reich. Donc, comme tous les Allemands, ils sont forcés de rentrer dans la SS, qui est le seul corps qui tienne encore après la route. Je voulais savoir, avant d'écrire ce livre, vous étiez déjà passionné de cette période de l'histoire, ou est-ce que c'est en découvrant l'existence... Je suis un spécialiste. Non, enfin... J'ai une énorme bibliothèque nazisme. Énorme. Mais... C'est suspect. Non, mais je vais raconter un sketch que j'ai raconté il n'y a pas longtemps, mais qui est vrai, hélas. Il y a 15 ans, je fais une interview pour France 2 sur les droits d'auteur, sur le numérique, sur les droits numériques. Vous savez, les auteurs, quand on vend un livre en numérique, on est payé différemment. Bref. Je fais un interview sur le numérique, sur le combat des auteurs sur le genre numérique. Le mec, il vient chez moi, il fait l'interview devant ma bibliothèque. Et on fait pas gaffe. Et il me rappelle en disant, l'interview est super, il faut qu'on le refasse. Je lui dis, ah bon, pourquoi? Il me dit, ben, en fait, on voit en énorme 2 fois Hitler et 1 fois Pétain. Et c'est mes biographies. Donc, les biographies d'Hitler, c'est en énorme. Il était content parce que il n'avait pas fait gaffe du tout, quoi. Mais on voyait que ça. Hitler et Pétain. Donc, non, j'ai une bonne connaissance de ça. J'ai longtemps enseigné l'édition dans la microéconomie de l'édition et l'histoire de l'édition. Et je connais très bien, vraiment, l'histoire de l'édition pendant l'occupation. D'accord. Voilà. Donc c'est des domaines que je connais vraiment bien depuis que j'ai 20 ans, 25 ans. Voilà. J'étais dans un parti d'extrême gauche, voilà. Ne le cachons pas, je ne le cache pas d'ailleurs, dans lequel il y avait des spécialistes des questions de l'extrême droite. Et moi j'étais l'un de ceux qui se spécialisaient avec un copain qui s'appelle René Monza. Je ne sais pas si vous avez des livres de René, mais René Monza, voilà, qui était un spécialiste, et qui par ailleurs est le fils de Romer, d'Éric Romer. Mais qui ne porte pas le nom de son père, parce qu'il était un peu en colère contre lui. Donc voilà. Et donc, j'ai vraiment une assez bonne connaissance de cette période. Et j'ai eu comme prof, quand j'étais au CFJ, Jean-Pierre Azéma. Et avec Jean-Pierre Azéma, j'avais fait un mémoire au CFJ qui était l'édition trotskiste pendant l'occupation. Donc, les journaux trotskistes pendant l'occupation. Voilà. Dont d'ailleurs le positionnement était très compliqué, hein, parce qu'il s'adressait aux soldats allemands en disant soldats, sous l'uniforme, tu restes un travailleur. C'était compliqué, hein. Ils étaient très anti-nazis, très antifascistes, mais ils avaient toujours cet espoir de, bon bref, de pas faire oublier que, voilà, mais ça marchait pas bien avec les Allemands. Voilà. Bon. Donc oui, mais c'est une question qui m'intéresse depuis toujours. C'est pour ça que je me suis limité. En fait, ça doit être dur de se limiter. C'est ça, c'est pour ça que je me suis beaucoup plus limité qu'on ne le croit. En fait, je digresse, mais je pourrais tellement digresser plus que je me suis vraiment limité. Et à un moment donné, même, quand je trouvais un peu trop de jouissance dans l'exposition de mes compétences sur la question, je m'arrêtais, je me suis dit, oh, voilà. Donc, voilà. En tout cas, ce que je trouve de particulièrement touchant, c'est de vous entendre, enfin, de raconter la vie donc, de ce maquisard. Vous en parlez avec extrêmement de tendresse, comme si c'était un membre de la famille, comme si vous l'aviez connu personnellement. On sent qu'il y a même de l'émotion quand vous parlez de Simone. En fait, j'aurais pas fait le livre sinon. Oui. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, mais bon. Non, mais vraiment, vraiment. C'est-à-dire que moi, mon rapport à la guerre, à la Shoah, tout ça, c'est un rapport émotionnel, purement émotionnel. Oui, oui. On le sent bien, oui. Et c'est ce qui est touchant, oui. Mais enfin, en gros, comment dire, moi j'ai fait de la politique en étant petit bourgeois. Bon. Petit bourgeois qui se destinait à être prof de maths, puis ensuite a fait le CFJ, qui n'avait pas de problème d'argent majeur. Donc mon engagement, c'est pas celui d'un ouvrier ou d'un fils d'ouvrier. J'étais fils de 2 profs d'anglais. Bon,
c'est pas spécialement glorieux. Il y a des profs d'anglais dans la donc voilà. Ah bon. Et donc, non, c'est pareil. Non, c'est pas grave. Et donc voilà. Donc mon engagement, on peut dire, c'est un engagement affectif. C'est idéologique, mais c'est affectif d'abord. Bon, ma vision que j'avais du communisme, c'était aussi pour être heureux moi, pour une sorte de notion d'égalité qui m'apporterait du bonheur, quelque chose qui serait de cet ordre-là. Donc, la question pour moi du fascisme, c'était vraiment la privation de liberté, c'était vraiment la violence extrême, l'impossibilité de parler, et c'était ça qui justifiait le fait que je m'engage politiquement. Donc après, quand j'ai écrit Le nom sur le mur, c'était une façon aussi de rendre hommage au jeune homme que j'avais été. Bon, après, il ne faut pas trop rentrer dans une sorte de... Je me suis tenu vachement à distance, parce que justement, c'était le danger, quoi. C'était je voulais faire un livre qui soit politique, mais en même temps pas trop présent. Là, on travaille, par exemple, on va faire un documentaire. J'ai une proposition pour faire un documentaire. Je suis hyper content parce que un documentaire avec ça, c'est assez compliqué. C'est-à-dire, ça ne sera pas un documentaire comme les autres. Documentaire, en général, c'est une région précise. Là, c'est un jeune homme dont on ne sait pas grand-chose, et un truc hyper digressif, quoi. Et le documentariste est d'accord avec cette idée complètement digressive de partir dans tous les sens. Un documentaire qui part dans tous les sens, c'est compliqué. C'est vraiment un... Donc on va le rédiger pour que ça soit une histoire, quoi. Et j'ai un truc en tête, en fait, un film que j'ai en tête, qui est un film que j'adore, qui est Mourir à 30 ans. Un vieux film de Romain Goupil. Et Romain, je le connais depuis tout petit. Vous étiez dans le même parti? Oui. Ouais. On était à la Ligue tous les deux. Ouais, oui. Et il fait un truc sur Recanati, et voilà. Et bon, moi je ne connaissais pas Recanati, j'étais trop jeune, voilà. Et donc, c'est mon idéal de film. Vous l'avez lu? Vous l'avez vu? Oui. C'est génial. Donc, pour un documentaire, parce que c'est un documentaire, c'est ça dont je rêve. Donc, si on peut faire un truc comme ça sur André Scheck, ça serait génial. Voilà. Et comme on est à peu près d'accord sur la manière dont on peut le faire, je pense que ça peut être extrêmement rigolo et joyeux, quoi. Parce que je pense qu'il faut faire un docu joyeux. Il faut restituer quelque chose qui soit de la jeunesse, quoi. Et du drame. Voilà, si j'en peux pleurer à la fin, tant mieux. Mais il faut restituer quelque chose comme ça. Il ne faut pas passer à côté de sa jeunesse, voilà. On peut même imaginer un docu-fiction, je veux dire, j'ai rien contre. Il faudrait quand même réfléchir à ce que ça soit raisonnable, avoir l'accord d'un peu tout le monde. Voilà. Mais pourquoi pas? Si on les voit de loin, ça ne me dérange pas. En gros, pour résumer. Des sortes de petits fantômes qui se déplacent, ça m'irait très bien. Mais c'est cette idée de restituer dans la justesse du truc et de travailler dans cette notion de livre politique au sens noble du terme politique, parce qu'il y a des façons de voir la politique qui ne sont pas nobles. Vous avez une question? Oui, il y avait une grosse critique au livre quand même. Là, bon, le petit plaisir de lecteur, c'est quand même d'être frustré. Enfin, là, en l'occurrence, on est frustré parce que les digressions, justement, on les trouve trop légères, quoi. Et c'est vrai que c'est la rançon du schéma, mais bon. Alors, il n'y a rien de plus beau que la frustration. Effectivement, le meilleur moment, c'est quand on monte l'escalier. Voilà, c'est ça. Non, mais je pense, j'ai l'air de répondre en boutade, mais il y a des moments où je m'arrête dans mes digressions parce que je sais que je pourrais continuer, mais au fond, ça demande au fait au lecteur. Je prends un exemple. Je prends Les Enfants du Paradis. Les Enfants du Paradis, on a envie d'en entendre parler plus. Parce que j'adore ce film et que je sais tout sur ce film, en fait. Je ne l'ai pas dit, mais je sais tout sur ce film. Je sais où est Arletty le 12 juillet 1944. Voilà. Au moment où elle va se faire avorter, justement, à Nice, pour ne pas être enceinte, pour pas tomber enceinte d'un Allemand. Donc voilà, à un moment donné, il faut limiter l'excroissance naturelle. Vous voyez, et donc j'avais ce fil à plomb, quand même, le tronc qui était André Scheck. Et je voulais pas qu'il y ait des branches trop grosses. Et parfois, il y a des branches un peu grosses.
et tant pis. Je me suis limité aussi sur les expériences de société, parce que je les trouve fascinantes. J'en ai pas parlé, mais j'ai consacré un chapitre à qui nous sommes. Et il y a l'expérience que j'ai citée, la plupart des gens les connaissent, 1000 grammes, vous savez, on balance de l'électricité sur quelqu'un, et puis on se rend compte que s'il y a l'autorité du mec avec la blouse blanche, on peut aller jusqu'à 250 volts, 300 volts, tant qu'il dit continuez, il n'y a pas si mal que ça. Et donc on peut torturer quelqu'un juste parce qu'une autorité est là pour vous le dire. La deuxième expérience, qui est celle de la vague, bah, tout le monde la connaît aussi, parce qu'il y a eu des sites, des films. Là j'ai eu une chance incroyable, c'est que j'ai réussi à avoir au bout du téléphone un des jeunes gens qui avait à l'époque 15 ans, et qui a donc maintenant 72, et qui en 67, à 15 ans, a participé à cette expérience avec son prof en Californie. Enfin, je ne sais plus où c'est, je crois que c'est à Berkeley. Et donc, bon, je l'ai eu au téléphone, on a discuté, et là aussi, je digresse un peu moins que ce que je pourrais, parce qu'on est resté des heures au téléphone, j'avais des notes et des notes et des notes. Bon, c'est pas la peine d'en faire trop. Et par contre, il y a une expérience que j'ai mise, que j'adore, qui n'est pas très connue, qui est celle de la salle d'attente, avec la sonnerie. Je la raconte, parce que ceux qui ne l'ont pas lu, bah, ils vont la découvrir. Pas grave. Et j'ai un goût tellement dingue que j'ai envie de la raconter à chaque fois. Et c'est une salle d'attente, il y a 6 acteurs qui sont là, qui font semblant d'attendre. Et lorsque retentit une sonnerie dans cette salle d'attente, ils se lèvent et ils s'asseyent. Il n'y a aucune logique à ça. Ils ne sont pas récompensés s'ils le font, ils ne sont pas punis s'ils ne le font pas. Et il n'y a pas non plus de logique vraiment, ça n'a pas d'effet sur quoi que ce soit, ça n'augmente pas la vitesse d'élimination de la file d'attente. Arrive une fille, elle voit ça, ne comprend pas, elle a 22-23 ans, ça se lève, ça s'assied. Au bout d'un moment, 3 fois, elle commence à se lever et à s'asseoir. Et puis, ils se paraissent les uns après les autres, elle reste toute seule, elle continue à la sonnerie, à se lever, à s'asseoir. Arrivent d'autres personnes qui, eux aussi, sont des cobayes. Ils la voient se lever, ils se mettent à se lever et à s'asseoir. Au nord, il y a 5-6 personnes dans la salle d'attente, il n'y a plus de comédiens, ils sont tous à se lever et à s'asseoir, ils ne savent pas pourquoi, ils ne sont pas récompensés de le faire, et ils ne sont pas punis s'ils ne le font pas. Mais ils se lèvent tous et ils s'asseyent. Bon, cette expérience de conformité sociale, qui dit qu'on n'a pas envie de faire chier le groupe, et qu'on fait comme tout le monde, parce que c'est quand même un embarras de résister quoi, à un truc qui n'est pas très engageant. Qu'est-ce que ça coûte de se lever et de s'asseoir? Rien. Bon, bah, tout le monde le fait, on le fait, quoi. Et c'est paniquant, ça. Parce qu'au fond, il n'y a aucune motivation pour le faire, il n'y a aucune raison d'être à cette action, qui est quand même une action physique. À un moment donné, ça engage le corps. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça engage le corps. Et ils vont quand même le faire. Bon, bah, moi, ça m'interroge sur notre nature profonde. Et le fait qu'on soit vraiment des primates, quoi. Des êtres sociaux qui répétons un truc dont on ne sait rien, quoi. Alors, je ne dis pas que c'est comme ça que naissent les religions, mais il y a quelque chose de cette nature profonde qui fait qu'on se conforme, qu'on fait comme tout le monde et qu'on ne questionne rien. Et cette fille, elle a 22 ans, 23 ans, enfin, elle est jeune, quoi. Je ne sais pas à partir de quel âge on commencerait à questionner dans les deux sens. Je pense qu'un gosse, il reste et fait « Pourquoi maman? Pourquoi on fait ça? Pourquoi ?» Bon, elle n'ose pas parce que c'est un acte y compris social de poser la question à son voisin. Elle va interagir avec son voisin si elle fait ça. Et donc elle va se mettre un tout petit peu, mais en minuscule, mais en danger. Enfin, voilà. Donc elle n'interagit pas, et puis hop, elle y va, elle se lève, elle s'assied. Voilà. Et ça, j'avais envie d'en parler. Et il y en a plusieurs que j'ai pas mentionné, comme l'histoire de cette... mais que j'ai coupé carrément, parce que j'avais 6 expériences sociales, et à un moment donné, je me suis dit, non, c'est trop long. Et j'ai supprimé une que je trouve dingue, qui est cette scène des années 70, qui est un happening, comme on dit, une performeuse, qui est une performeuse qui, je crois, est yougoslave, parce qu'à l'époque, il y avait Yougoslavie. Elle est yougoslave, et elle a disposé, ça se passe à Naples, elle a disposé sur une table, je ne sais plus comment elle s'appelle malheureusement, Anna quelque chose, elle a disposé sur une table des objets qui sont dangereux. Un marteau, un couteau, des lames de rasoir, des chaînes, et elle se tient debout, et elle regarde le public, et elle dit « Tout ça, vous pouvez l'utiliser sur moi ». Et au bout d'un moment, le public la découpe, enfin, elle lui donne des coups, quoi. Et elle a peur. Je crois que la sécurité est obligée d'intervenir. Alors, il y a des gens qui interviennent, c'est pas la sécurité,
il y a des gens qui lui font du mal, et les gens dans le public disent mais arrêtez, vous lui faites du mal, parce que quand même elle a des toutes petites coupures de rasoir, quoi. On a disposé un rasoir, et donc les gens s'en servent, on leur a dit vous pouvez faire ce que vous voulez. Et donc elle saigne un petit peu, et elle a peur, mais elle n'intervient pas, elle a décidé que c'est son truc, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne fait rien, elle regarde dans le vide. Et à un moment donné, à minuit, elle regarde les gens. Et là, d'un seul coup, les gens ont peur et s'enfuient. Et la salle se vide. C'est extraordinaire, cette histoire. Parce que ça dit quelque chose, quand même, de la violence du groupe, de ce qu'il est capable, au moment où il s'entraîne. Voilà. Je sais moi. Enfin, cette scène est connue. C'est Abramovich. Et en fait, les gens commencent petit à petit par des toutes petites choses. Oui, et oui, petit à au petit, début, ça monte et ça devient n'importe quoi. C'est Abramovich. Oui, il y a la vidéo. C'est terrifiant. Bon, je n'ai pas mis celle-là. Dans la série des digressions et la frustration. Voilà. C'est des choses que je n'ai pas mises. Mais celle-là aussi, elle est terrifiante. En fait, votre livre est terriblement déprimant, et ce que vous racontez est terriblement déprimant. Merci de ton Oui. Mais c'est juste parce que Non, mais Baptiste m'avait demandé de rien dire, mais donc je ne fais pas. Je vais dire un truc qui ne sert à rien, mais parce que vous avez parlé à plusieurs reprises de fantômes, vous avez utilisé le mot fantôme, et moi je me disais, au moment où vous parliez du fascisme, je me disais que si... et donc vous avez réutilisé fantôme quand vous évoquiez votre prochain documentaire. Et si effectivement j'imaginais ces petits fantômes, si ces petits fantômes pouvaient venir un peu déranger les nuits paisibles des 20 à 30% de profs qui votent au Rassemblement national, je me dis ce serait pas mal quand même. Des profs ? Il y a 20 à 30%, je veux dire un peu moins que la moyenne de la population générale, mais enfin quand même, 20 à 30%. Et je pense ça parce qu'il y a du phénomène de groupe, c'est-à-dire que quand il n'y en avait qu'un, il restait un. Mais dès qu'il y en a deux, il y en a quatre, etc., etc. Enfin, vous voyez le... je rappelle juste, pour finir, parce que ça me fait du bien, mais je regarde jamais CNews, mais mon fils m'a envoyé la vidéo. J'ai vu qu'un des chroniqueurs de CNews, qui est donc Rassemblement national, voire Reconquête, est un prof d'histoire de 93. Prof d'histoire. Enfin, c'est que... Moi, je connais un témoin de Jéhovah, prof de sciences naturelles. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est la même chose. Moi, je connais plutôt un prof de sciences naturelles, témoin de Jéhovah. C'est tout l'inverse. Pour aller dans le sens de monsieur, effectivement, je fais aussi des visites guidées, j'interviens dans l'éducation nationale et je fais des visites guidées sur des sites liés à la résistance en Dordogne. Et quand je discute avec les enseignants, alors déjà je suis confronté dernièrement à des enseignants qui me cachent guère qui votent désormais pour le Front National, donc ça je le confirme. Et aussi, alors ça arrive, hein, la brèche est ouverte, c'est certain, et aussi, surtout, des enseignants qui me disent on entend des discours de la part des élèves qu'on n'entendait pas il y a 10 ans. Et ça va loin, ça va vraiment loin. Ouais. Et non, mais on le sait, c'est une réalité. J'en doute pas, le problème. On se doute bien du souci actuel. Enfin, j'ai pas de réponse à ça. Hein, ben oui, il n'y a pas de réponse. C'est dommage. C'est un constat. Bah oui, c'est dommage. Hein. Non, mais, et votre livre est d'autant plus prégnant. Et c'est pour ça que je fais ce livre en fait. Ouais. Parce que ça m'évite d'avoir un discours. Enfin, il y en a quand même dans le livre. Mais enfin, c'est pas tout à fait un livre que j'ai fait sans projet, quoi. J'imagine. Donc, à un moment donné, une fois de plus, on essaye de... Surtout que je sortais de l'anomalie, c'est-à-dire je sortais d'un livre avec un gros succès, au niveau littéralement commercial, c'est-à-dire avec beaucoup de ventes. Et je me suis dit que c'était peut-être pas mal de profiter de cette visibilité liée à l'anomalie pour un peu rendre hommage à mes idées de jeunesse, quoi. Mais en même temps, je ne souhaite pas avoir le discours trop formaliste. Et donc j'essaie simplement de, même par rapport aux jeunes Allemands par exemple, je vais prendre un exemple. Dans ce livre, il y a deux positions par rapport à l'Allemagne qui sont exposées. Je dis ce que je pense. Il y a le bouquin de Christopher Browning face au bouquin de Daniel Goldhagen. Je vous rappelle les deux positions en gros. C'est sur le même sujet en fait. Il y a un bataillon célèbre qui est le 101e bataillon de la police de Hambourg, qui est mobilisé en 1941 et qui va sur le front de l'Est et qui va faire la Shoah par balle. Ils sont 400. Ils vont tuer à peu près 40 000 juifs, enfants, femmes, vieillards, hommes, etc. Voilà.
cette distinction homme-femme-enfant, je trouve un peu hashtag maintenant, mais bon. Le résultat des courses, c'est que ce sont surtout des non-nazis. C'est-à-dire que ce sont des policiers. Ils ne sont pas rentrés dans la Wehrmacht. Justement, ils sont devenus flics pour ne pas rentrer dans la Wehrmacht. Ils ne sont pas membres du parti. Il n'y a pas un nombre important de membres du parti dans cette bande. Ils ont 40 balais, en moyenne. Donc, ils ne sont pas, comment dire, formatés par les 13 années précédentes de nazisme. Ils n'ont pas... ils auraient 25 ans, 30 ans, ça voudrait dire qu'ils sont rentrés dans la Hitlerjugend à l'âge de 10 ans, 12 ans, c'est pas le cas. Ils avaient 25-30 ans lorsqu'arrive le nazisme au pouvoir. Et ces jeunes gens, donc, participent à ça.